les relations sociales, les relations humaines. Mais certes, les journées ne font que 24 heures et je pense qu'ils sont conduits parfois à faire l'impossible, mais ils le font de manière vraiment admirable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on apprécie. Il nous reste 1 minute pour conclure et passer à la prochaine table ronde. Émilie, peut-être pour conclure. Oui, je voulais juste te dire que sur la question peut-on apprendre la communication, il y a de nombreux hôpitaux américains qui sont lancés dans des vastes opérations de formation de leurs professionnels, notamment de leurs médecins. Et j'ai lu récemment sur un article sur le Seattle Children's Hospital qui a demandé à ses médecins de concevoir et de définir des besoins sur une formation à la communication, notamment avec les patients. Et du coup, qui a formé l'ensemble de ces médecins. Et il y a plusieurs groupes hospitaliers, et même de très grande taille, qui prennent cette décision-là et qui consacrent le temps, l'énergie et les moyens en disant que une meilleure communication avec les patients et au sein des équipes est vraiment une solution d'avenir pour les hôpitaux. Merci beaucoup, Émilie. Docteur Anselme Bernard, un mot de conclusion. Oui, donc là, en vous écoutant, je pensais qu'il y avait plusieurs communications, la communication pour informer et la communication pour motiver. Moi, je me plaçais plutôt du point de vue de la communication pour motiver. Et de ce point de vue, je voulais rappeler une phrase qui vient souvent à l'esprit, c'est « on ne change pas les gens, on peut seulement leur montrer un chemin et leur donner envie de l'emprunter ». Et je pense que quand on arrive à mettre ça en application, on peut bouger beaucoup d'énergie. Et ça me paraît vraiment la bête. Merci beaucoup. Michel? Je crois beaucoup à l'éducation tout au long de la vie et je pense que ça commence par l'enseignement primaire et que ça doit se poursuivre. Alors j'apprends que ça se développe dans les facultés de médecine. Au moment où j'ai mis en place ces formations, ça n'existait pas et je suis heureuse d'apprendre que ça finit par se mettre en place. Merci beaucoup, Michel. Oui, une phrase pour dire que la communication, c'est mettre en place des outils, c'est-à-dire des espaces. Et deuxièmement, effectivement, c'est de la formation et de la communication positive, et que ça s'apprend. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, il y en a pour lesquels le chemin sera long, mais il faut essayer, quoi. Merci. La communication, c'est adapter la bonne offre à la bonne cible. Donc avoir le bon dispositif pour mieux accompagner les professionnels de la santé, donc tous les professionnels de la santé. Et je dirais que c'est essentiel. On ne peut pas ne pas communiquer pour bien soigner, que ce soit avec ses collègues ou auprès de ses patients. Merci beaucoup. Alain? Oui, il y a plusieurs types de communication en fonction du lieu, du temps et de la situation qu'on a à gérer. Donc, je crois que c'est plutôt avec un S à la fin que je dirais communication. Merci à tous, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions sur un sujet extrêmement sensible et pour lequel chacun a donné, je dirais, sa lecture. Nous avons une photo de famille, bien sûr, c'est classique, c'est traditionnel, ça fait des années que ça dure, voilà, c'est donc inévitable. on le fait. Et puis pendant ce temps, les prochains intervenants se préparent pour la prochaine table ronde. Allons rejoindre sur scène. Et voilà. Un courrier à faire pour envoyer le matériel et puis trouver du papier journal pour mettre autour tout ça parce que ça ne s'abîme pas durant ce trajet. Je suis pas sûre d'avoir du journal qu'il me faut. Une matière un peu ancien journal.
commence à faire enculer. Parce que la peste ferme après. Donc voilà, je vais le déposer. Gestion administrative, j'ai mes courriers préenregistrés, appartenant, certainement fait un courrier. Bon, alors c'est ça. Alors, c'est une table ronde un peu voilà. Je vous invite à vous installer pour reprendre nos échanges avec une nouvelle table ronde. Je laisse faire la conclusion. Bien. Super. Alors, enchaînons avec la prochaine table ronde et une nouvelle table ronde autour du patient citoyen avec de nouveaux intervenants que je remercie chaleureusement de leur présence et de leur disponibilité. Alors, Pascal Forcioli, vous êtes directeur général du CH Georges Mazurel. Quelle est votre vision pour la place donnée ou accordée aux patients citoyens dans la démocratie sanitaire aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je signale aussi que nous avons la présence d'Amakoevi en ligne et donc je remercie aussi de sa disponibilité. Bonjour Amakoevi et nous aurons l'occasion d'échanger avec vous en direct. Pascal. Bien, bonjour. Merci Nana et merci de m'avoir invité à cette séance de table ronde sur le thème du patient citoyen et de sa place dans la démocratie sanitaire. Alors, le centre hospitalier Mazurel que je dirige, c'est un établissement public de santé mentale. Donc, la particularité, c'est que nos patients sont des patients psychiatriques souffrant de troubles psychiques plus ou moins lourds, souvent chronicisés, avec d'ailleurs, on le voit dans la situation actuelle, et c'est un des impacts de la crise sanitaire qu'on vit maintenant depuis plus de 2 ans, avec des gens qui sont dans des états de dégradation très, très avancés. Voilà, des jeunes qui présentent des problèmes d'automutilation, des personnes dont les troubles d'addiction se sont considérablement aggravés. Enfin bon, des situations pathologiques vraiment aiguës, difficiles, et qui traduisent une grande souffrance. Donc en fait, ce dont on s'occupe, c'est la souffrance, pas seulement des patients. Certes, le patient, c'est un citoyen, c'est un concept que nous intégrons bien, mais d'abord, il faut rappeler que le patient, c'est une personne. Et c'est une personne qui s'adresse au système de santé parce qu'elle est dans une requête par rapport à un besoin. Et la première réponse qu'on doit apporter, qui doit être une réponse de qualité, c'est une réponse en fonction de son attente, en fonction de son besoin. Donc, quelque part, je dirais, c'est pas pour faire de la provocation, hein, mais quelque part, le considérer comme citoyen, c'est bien, mais c'est pas ce qu'il attend en premier, le patient. Il attend d'abord autre chose, il attend une prise en charge. Pour autant, bon, le sujet que vous m'avez demandé de traiter,
c'est la place du patient citoyen. Alors je dirais que cette place, elle peut s'analyser à différents niveaux. Celui d'un établissement comme le mien, celui d'un territoire, celui d'une région, celui aussi du niveau national. Je traiterai simplement du niveau territoire et du niveau de l'établissement. Reconnaître le patient en tant que citoyen, c'est le reconnaître dans une capacité à être acteur, donc à exercer un pouvoir, ou du moins le faire par la voie de représentants, parce que l'exercice de la démocratie sanitaire, ça ne va pas être de réunir tout le collectif des patients, ou des patients avérés ou des patients potentiels, dans la cour de l'établissement ou dans le grand parc chez moi, de 40 hectares, et puis de demander à chacun son avis. Qu'est-ce qu'il pense du système? Quels sont les projets dont il a envie? Quels sont les projets qu'il valide? Et comment on peut mieux le satisfaire. Donc on passe par le truchement de représentants des usagers qui ont de ce fait un mandat vis-à-vis de leurs patients. Et vous savez que les représentants des usagers sont désignés par les associations patients. Donc elles sont généralement fondées autour de collectifs de personnes qui partagent un savoir expérientiel au travers d'une histoire personnelle qui est l'histoire de leur maladie ou l'histoire de maladie de leurs proches. Et donc, ce système de représentation des usagers, c'est le système sur lequel s'est construite la démocratie sanitaire en France. C'est le système qui se décline au niveau du territoire et au niveau de l'établissement. Alors, au niveau du territoire, par exemple, en santé mentale, on a une démarche très intéressante depuis quelques années maintenant, qui est celle du projet territorial de santé mentale. Le projet territorial de santé mentale, il se trouve qu'en Vendée, nous avons signé le premier projet territorial de santé mentale en fin 2018 et que nous avons signé en 2021 le premier contrat territorial de santé mentale qui, basé sur le projet territorial de santé mentale, engage les 21 acteurs du PTSM dans la réalisation d'un certain nombre d'actions qui sont des actions de coopération qui visent à améliorer la prise en charge du patient, le parcours coordonné, la fluidité de ce parcours, les coopérations entre les acteurs, la déstigmatisation de la santé mentale, l'interconnaissance entre les acteurs, j'en passe et des meilleurs. Et parmi les 21 acteurs, eh bien, il y a des représentants des usagers à travers l'UNAFAM, à travers les groupes d'entraide mutuelle qui sont signataires. Et s'ils sont signataires, c'est parce qu'ils sont engagés et qu'on est engagé avec eux, qu'on est engagé vis-à-vis d'eux dans la réalisation de ces actions du PTSM et du contrat territorial de santé mentale. Et ça, je trouve que c'est un bel exemple de fonctionnement de la démocratie sanitaire. Et je crois que c'était ce matin Zéna Briette qui invitait, ça fait partie de la plateforme présidentielle de la FHF, dont je suis membre du comité, d'ailleurs. La FHF qui préconise qu'il y ait des projets territoriaux de santé dans l'ensemble des territoires. Voilà. Et qui ne soit pas uniquement le projet médical partagé du GHT, mais qui soit un projet territorial co-construit avec l'ensemble des acteurs, je dirais dans une dimension à la fois sanitaire, médico-sociale, publique-privée, hospitalière, ambulatoire. On pourrait même rajouter une dimension sociale, on pourrait rajouter aussi une dimension éducative, une dimension de l'emploi, du travail. Parce que quand on travaille par exemple sur le projet territorial de santé mentale dans un territoire comme le mien en Vendée, on réfléchit à l'éducation, on réfléchit au lien avec la médecine du travail. Voilà, donc c'est un ensemble d'acteurs et la santé ne peut pas se réduire à l'engagement des acteurs de santé. C'est bien plus large. Et dans cette dimension extrêmement large, évidemment, les usagers en tant que citoyens ont toute leur place parce que, comme on l'a dit hier, je crois, la santé, c'est un sujet citoyen. Alors au niveau d'un établissement, mais c'est pareil, on doit avoir la même approche. Donc une approche où on donne de la reconnaissance, où on donne du pouvoir à agir aux représentants des usagers. Nous l'avons fait par exemple dans le cadre du projet d'établissement, où nous avons choisi, c'était ma volonté, de mettre en œuvre et donc d'élaborer un projet spécifique usagers, patients, familles, que nous avons co-construit avec la commission des usagers. Bien sûr, dans un dialogue aussi avec les professionnels de l'établissement, des médecins, des soignants, des psychologues, assistantes sociales, etc., direction, mais avec
une représentation importante des usagers, de façon à ce que les usagers nous disent ce qu'ils attendent. Ils ont participé à la phase diagnostique du projet d'établissement, donc sur l'intégralité des volets du projet d'établissement. Nous avons retenu 10 volets, c'est pour vous dire que nous en faisons une feuille de route extrêmement large, et c'est notre feuille de route pour les 5 prochaines années. Les représentants des usagers étaient présents pendant cette phase diagnostique. C'est Ils ont été un présents au colloque séminaire auquel je me suis de inscrite validation du diagnostic de détermination des suite 4 à grands un objectifs post stratégiques du donc, projet d'établissement. qui avait été Ils ont envoyé sur piloté mon un volet, espace, un des 10 volets du projet je d'établissement, pense un et ils poste de ont participé communication que au séminaire final de madame, conclusion qui a que validé l'ensemble des 10 volets. Voilà. une Et puis des par ailleurs personnes aussi, qui organise, qui est à l'initiative, elle a lancé la sur les considération que l'on a de les la réseaux place sociaux. du patient Et, citoyen, elle donc va au-delà. voilà. Donc je m'étais Elle inscrite va à lui sur ce reconnaître colloque ses droits. qui Faire en normalement sorte était en qu'on présentiel, respecte ses droits, car le patient, qui en était tant en que citoyen, c'est un présentiel, sujet de droit. en tout cas, C'est pas seulement un mais sujet de qui soin. est en présentiel, qui C'est pour ça aussi qu'on est en travaille avec mon ami présentiel. Mais Amakweni sauf qu'en sur fait, l'expérience patient. moi Nous je avons n'ai pas choisi reçu d'être un des rares l'invitation, le billet établissements de santé d'invitation. mentale, je crois, Anna, Euh, à nous engager avec Et toi, avec d'habitude, l'Institut français Evan d'expérience Britt, patient, pour justement mettre en qui œuvre aussi organise ça, cette, pour habitude d'envoyer un mail avec le expérimentation billet d'une nouvelle d'invitation. méthode Bon, d'approche, de travail, là, je n'ai pas reçu le billet co-travail d'invitation, il avec les fallait patients. un De lien. même Et en un plus, des le lien, axes, je l'ai par exemple, reçu du assez projet tardivement. usager patient-famille, Et, c'est de et mettre en donc, en place fait, la bon, pérédance. Et nous sommes en train de travailler sur colloque, ce projet. Merci Pascal pour cette le colloque se transition, fait pour cette intervention dans extrêmement le lien, intéressante. le Alors, billet nous était allons sur un passer de l'autre colloque en côté ligne. de l'écran Alors qu'en peut-être fait, avec il est en présentiel, Ama peu Kweli, importe. qui est fondateur de Peu l'Institut importe. français de l'expérience Sauf que je ne me serais patient. pas inscrite pour Pouvez-vous 2 nous en jours, dire quelques mots et puis 2 jours partager votre à la vision suite par en truc, rapport parce que la à la place participation n'est pas la du même, patient que citoyen. l'attention n'est pas la même et la participation Bonjour n'est à pas la toutes et à même. tous. Merci de Quand votre invitation. Donc, quand oui, je suis on le est comme directeur ça de l'Institut français de l'expérience patient. sur C'est une organisation ordinateur, lucrative, j'ai eu une association loi 1900 qui existe depuis ça a maintenant sonné. 6 ans. On a fêté nos 6 ans en janvier Et donc, dernier. Et un le démarchage, positionnement qui est nôtre, c'est celui démarchage de d'une la personne. promotion, de la prise en Donc, compte du vécu bon. des usagers, des Puis même, patients, c'est des citoyens, déjà quand on comme un est moyen dans les d'améliorer la lieux, qualité des prises en l'attention, charge. il faut arriver à Pascal capter l'a l'attention, mais rappelé, quand on est il y en a plus en effectivement, visioconférence, dans l'histoire de la démocratie l'attention sanitaire, n'est pas le même, et puis la un participation enjeu de aussi gouvernance, une n'est pas volonté la même. d'associer D'autant plus que davantage je n'avais pas du les tout usagers, prévu leurs que ça soit en représentants au visioconférence, donc fonctionnement je suis pas général du tout voilà, des structures de santé. préparé ça comme Mais si on une regarde les choses en visioconférence. face, il faut aussi reconnaître Puis j'ai que pas été sollicitée si on a fait de gros efforts sur la défense ça, des donc c'est droits, pour la moi, c'est représentation simplement des usagers, regarder, la participation structurée regarder des usagers eux-mêmes, de leurs représentants à regarder ce l'amélioration de la colloque. qualité des prises en charge au fond, Voilà. Parce que est c'est resté toujours augmenter un relativement, peu sa culture générale, relativement personnelle. limité. Donc Et j'en veux pour preuve que c'est j'ai bien beaucoup de retours quand il y a de professionnels de santé, quand ça en permet particulier comme ceux ça qui sont les plus d'améliorer sa proches des sa soins, culture les générale. médecins, Je les prends, infirmières, je prends, les cadres de santé et leur Je relation vais avec arriver les usagers, les enlever représentants des ça. usagers se font souvent à travers des cadres qui sont plutôt du côté de l'administration, des relations avec les usagers. Et finalement, il n'y a que peu d'établissements dans lesquels les usagers ont réellement une prise sur Et à côté de ça, en fait, j'ai de l'administratif à faire et dans mon administratif, d'organisation des prises en charge. j'ai Et donc ça, renvoyé c'est un des axes majeurs le matériel qui restait à remettre. Et à vrai dire, Suite à la fin de mon contrat c'est de sur, dire qu'au dans fond, l'établissement à l'enjeu, Paris. c'est de savoir organiser le Donc, recueil de l'expérience, voilà. du vécu des usagers eux-mêmes, de créer les conditions pour que ce vécu soit analysé par les équipes, non seulement les Donc il faut que je... les équipes de En professionnels plus, de ça va me santé, coûter les cher. équipes de soins aussi, Ça va me coûter cher parce que et puis qu'il y ait une l'ordinateur véritable est prise quand en même compte assez... et une amélioration de la qualité c'est proposée imposé. dans les prises en charge, Donc ça risque de de ce qui est facturer ça. réellement vécu. Et Donc je si on fait un vais voir ça. tout petit peu d'histoire, c'est vrai que notre système de santé, c'est très souvent construit sur l'idée
d'une offre de soins, sur quelque chose qui a un rapport finalement assez descendant vis-à-vis des usagers. Ils reçoivent des soins et donc ça fait partie de ce qu'on appelle les approches outside in, ou plutôt inside out, pardon, inside out. Donc on va de l'extérieur, du cœur du métier, du fonctionnement des professionnels, et on va vers les usagers. Et aujourd'hui, ce que nous, on cherche à introduire sont des approches outside in, c'est-à-dire on va aller chercher le vécu qui se situe, et ça, Pascal le sait bien, en santé mentale, on a des patients qui, certes, peuvent être hospitalisés, mais aussi qui sont beaucoup en ambulatoire. Donc, l'approche de l'expérience, elle dépasse les frontières de l'établissement, et donc de comprendre ce qui se passe pour un patient, ça nécessite d'avoir une vision de ce qu'il vit quand il est chez lui, quand il va au travail, quand il vient rencontrer des personnels de santé, quand il est hospitalisé. Et c'est tout cela qui constitue l'ensemble de son expérience. Et donc, il faut être capable d'appréhender l'ensemble de cette expérience pour proposer une contribution, chacun à sa place, chacun en fonction de son domaine et de son point d'intervention, pour pouvoir proposer une contribution qui soit à valeur ajoutée sur l'expérience vécue par les usagers. C'est vraiment ça notre contribution, notre cœur de cible. Et donc nous le faisons en coopération évidemment avec les clubs de santé, les personnes en charge de la qualité de l'expérience patient, il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de montrer une partie de ce travail à l'occasion d'une grande manifestation que nous organisons le 23 juin prochain, qui sera la journée annuelle de l'expérience patient. Je vous en reparlerai si j'en ai l'occasion à la fin de cette table ronde. Avec plaisir. Très très bien, merci beaucoup Anna. Bonjour au passage. Voilà. Parfait que l'Institut français de l'expérience patient soit aussi positionné et puis qu'il puisse impacter les établissements de santé. Alors on va poursuivre puisque c'est un sujet passionnant et je crois que Thérèse Psuc a beaucoup de choses à nous dire. Voilà, donc sur ce sujet qui est un sujet très très important, à double titre sans doute, Thérèse. Commence à parler dessus, je pense que c'est bon. Oui, tout à fait. Voilà, donc la parole est à toi. Merci sur le sujet que tu connais. De me donner la parole. Passionné. Allez. J'ai eu le plaisir d'écrire un article, donc une synthèse de ce que je pensais sur le patient partenaire et le patient expert dans le livre Innovation, mais c'est un résumé d'un livre que j'ai eu la chance de coécrire avec un médecin urgentiste qui est ici présent dans la salle, le docteur Hugues Lefort. Alors, où j'en suis aujourd'hui de ma réflexion, je pense qu'il faut qu'on passe de plus en plus de l'implicite à l'explicite, certainement d'ailleurs par des récits d'expérience patient. Et je pense aussi qu'à partir d'aujourd'hui, c'est important qu'on fasse évoluer un triptyque. Et les trois parties de ce triptyque, peut-être en même temps. Le professionnel de santé, qui va être au milieu, le patient partenaire et le proche aidant partenaire. Et je pense que les trois vont avoir leur importance et c'est surtout l'interrelation entre les trois qui me paraît extrêmement important à développer dans l'avenir. Je pense donc aujourd'hui que le patient partenaire et le patient expert méritent d'être traités comme des concepts, c'est-à-dire qu'on développe, et peut-être à partir de la recherche d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on développe des attributs et des caractéristiques au niveau de ces concepts. Donc moi, je vais vous positionner ce que j'ai eu la chance de développer avec Hugues Lefort, parce que nous avions fait une enquête avec beaucoup de réponses, et on a eu des témoignages qu'on a publiés dans notre livre. Donc je pense qu'on a déjà des premières caractéristiques, des premiers attributs qu'on peut positionner dans le concept de patient partenaire et dans le concept de patient expert. Pour nous, ce sont deux concepts différents, mais avec bien sûr une complémentarité. C'est ce que je vais essayer de vous développer dans le temps, Jean-Luc. Alors, pour le concept de patient partenaire, tous les patients doivent être considérés aujourd'hui comme des patients partenaires, que l'on soit sur un territoire, aux urgences, en médecine aiguë, en chirurgie. Moi, j'ai travaillé chez les grands brûlés. Donc voilà, dans toutes les situations, le patient doit être partenaire. Ça veut dire qu'on doit développer une relation de partenariat.
ça, c'est quelque chose qui me paraît aujourd'hui assez essentiel. Je différencie dans les attributs du concept patient partenaire la démarche clinique et la démarche d'adaptation du soin. Dans la démarche clinique, on y met le raisonnement clinique. Heureusement, tous les professionnels sont maintenant formés au raisonnement clinique, même les aides-soignantes, puisque c'est admis depuis très peu de temps dans leur formation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je ne vais pas faire ici un cours, bien sûr, sur la démarche diagnostique et la démarche clinique. J'ai des médecins qui sont dans la salle. Mais je pense qu'il faut réhabiliter aujourd'hui ce qu'on appelle la médecine narrative. Et la médecine narrative, ça veut dire que le patient raconte, le patient décrit ses signes avec ses mots et décrit ses symptômes. J'ai bien entendu la communication précédente et c'est certain qu'il nous faut du temps et il faut que ce soit reconnu, justement. On n'est plus sur un interrogatoire, on n'est pas sur un recueil de données. Nous sommes dans des entretiens avec un patient qui raconte. Et ça, pour moi, c'est un des attributs qui me paraît être tout à fait essentiel. Dans le livre, j'ai pris un exemple avec un oncologue, voilà, qui mène très, très bien la médecine narrative. On rentre donc dans une relation de partenariat. La notion de partenariat est essentielle, c'est-à-dire que dans la relation, on va alterner la position haute et la position basse. Le patient raconte, le médecin ou l'infirmière écoute, a des hypothèses dans sa tête, parce que ça se passe comme ça, et en fonction des hypothèses, pose des questions pertinentes, et le patient peut continuer. C'est ce qu'on appelle l'alternance de la position haute et de la position basse dans une relation d'aide qui s'appelle aujourd'hui la relation d'aide counseling. Et je pense que ça doit faire partie de toutes les formations médicales et paramédicales d'être formé à la relation d'aide counseling, c'est-à-dire aider le patient à décrire. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps. Ça veut dire qu'il faut écouter le patient, parce que chaque patient est différent et n'exprime pas avec les mêmes mots. Suite à une démarche clinique de haute qualité avec un patient partenaire, on peut passer ensuite à la démarche d'adaptation du soin. J'ai beaucoup entendu parler d'actes depuis hier. J'ai beaucoup entendu parler d'actes. Je pense qu'il faut prendre conscience, et les soignants, je peux vous assurer, on en a conscience, qu'on a des soins standards avec ce qu'on appelle des invariants de qualité. Et ça, c'est très souvent la Haute Autorité de Santé qui aujourd'hui nous propose des protocoles de soins. Donc des protocoles avec ce que j'appelle des invariants de qualité. Mais ce n'est pas ça le soin de qualité auprès du patient. Le soin de qualité auprès du patient, c'est celui pour lequel on fait une démarche de personnalisation des soins. Et la personnalisation des soins, c'est à chaque patient différent, où on va respecter des indicateurs cliniques, on va respecter des habitudes de vie, on va respecter des désirs, et je vous invite à lire dans le livre, bien sûr, que j'ai coécrit avec Hugues Lefort, parce que j'ai énormément de respect pour ce patient que j'ai connu, qui maintenant est décédé, et je l'ai connu depuis très longtemps, qui avait une sclérose latérale amyotrophique, qui avait tapé lui-même son protocole de soins avec une baguette, quand il a négocié avec l'infirmier et l'aide-soignant, et je lui ai promis que jusqu'à la fin de ma vie, je publierai son exemple. Donc, je vous invite bien sûr à le lire. Et ça, c'est le passage. Et hier, quand je disais qu'il ne fallait plus être payé à l'acte, il faut qu'on soit reconnu aujourd'hui comme faisant du soin personnalisé. C'est bien beau de parler de patient partenaire, mais faire du soin personnalisé, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est la qualité des soins, elle est là. Merci beaucoup, Thérèse. Je suis désolée parce que... Non mais je suis gentille. Non, mais ça allait. Je suis désolée, mais je pensais que j'allais maîtriser mon temps. Alors, vous poserez des questions. Oui. Marie-Thérèse, comme tu as un représentant juste à côté de toi Justement, qui est très réclame engagé de et du prendre temps, la il parole. en passe auprès des patients, puisqu'il préside France Asso Santé. Monsieur Gérard Raymond, merci d'être avec nous et bien entouré. Que voulez-vous que j'ajoute derrière ce magnifique exposé et éloge à la réalité de ce que doit être aujourd'hui la relation entre un soignant et un soigné, une expertise scientifique avec une expertise profane, et comment on se met en position effectivement de pouvoir écouter cette expertise profane. On n'a pas été formés, nous, à s'exprimer devant un professionnel de santé. Moi, je n'ai pas été formé à être malade, j'ai été formé à autre chose.
Donc ce métier de patient, il faut qu'on me l'apprenne et il faut qu'on me mette dans des bonnes conditions pour pouvoir effectivement exprimer. Alors j'essaie de poursuivre un petit peu les propos avec un peu plus de vulgarisation. Moi, je ne suis pas professionnel de santé, mais je trouve que les propos que nous tenons aujourd'hui, ici même, sont quand même d'une grande portée et d'un grand symbole. Il y a un mois, cette même place, on commémorait les 20 ans d'une loi fondamentale du 4 mars 2002 qui s'appelle la loi des droits des patients. Vous savez tout ce que j'ai écrit là-dessus en disant que c'était la plus belle découverte du début du XXIe siècle. C'est pas le numérique, c'est pas le séquençage du génome, c'est la découverte des patients. On a découvert des patients. Jusque-là, on n'existait pas, on n'avait pas de droit. Donc, et ça a fondamentalement transformé effectivement la relation soignant-soigné. Ça a pris du temps, évidemment, parce que les habitudes ne se perdent pas comme ça. On voit bien aujourd'hui, effectivement, d'abord, avec ce droit individuel à être informé, à pouvoir demander aux professionnels de santé, aux médecins, son dossier médical, ses informations, voilà, ça c'était il y a 20 ans, petit à petit ça a augmenté, et on est arrivé aujourd'hui, effectivement, à des droits collectifs qui sont aujourd'hui reconnus par les patients représentants des usagers de la santé dans des institutions dont les CDU et vous l'avez parfaitement décrit, mais aussi un autre penchant qui a vraiment la très bien, vous le dites bien, c'est l'expérience patient. C'est au-delà de représentants des usagers à veiller au bon fonctionnement de la structure, de l'établissement et peut-être